Quand ma belle-fille Élodie m'a proposé un voyage de réconciliation vers Nice, j'ai cru que mes prières avaient enfin été entendues. Mais ce que je pensais être un geste de rapprochement allait se révéler être le piège le plus sournois de ma vie. Je m'appelle Marguerite. J'ai 67 ans et je vis seule dans ma maison de Lyon depuis que mon Henri nous a quittés il y a 3 ans. Mes 2 enfants, Pierre et Sylvie, sont ma fierté. Mais je dois avouer que ma relation avec Élodie, l'épouse de Pierre, a toujours été compliquée. Cette femme de 35 ans, aux ongles toujours parfaits et au sourire calculé, avait une façon particulière de me faire sentir comme une intruse dans la vie de mon propre fils. Chaque visite chez eux ressemblait à une inspection militaire où mes gestes étaient scrutés, mes paroles pesées, mes cadeaux jugés insuffisants ou inadéquats. Alors, quand elle a sonné à ma porte ce mardi matin de novembre, tenant un bouquet de roses et arborant un sourire inhabituellement chaleureux, j'ai été prise au dépourvu. « Marguerite », a-t-elle dit, utilisant mon prénom pour la première fois depuis des années, j'ai eu une idée merveilleuse. Que diriez-vous si nous partions toutes les deux pour un petit voyage, juste vous et moi, pour apprendre à mieux nous connaître? Mon cœur a fait un bond. Après des années de tensions silencieuses, de regards froids et de conversations polies mais distantes, ma belle-fille semblait enfin vouloir construire quelque chose avec moi. Un voyage? Ai-je répété, incrédule. Oui, à Nice. J'ai réservé un charmant petit hôtel en bord de mer. Nous partirons vendredi matin et reviendrons dimanche soir. Pierre travaille tout le week-end et j'ai pensé que c'était l'occasion parfaite pour nous rapprocher. Elle parlait avec une animation que je ne lui avais jamais vue. Ses yeux brillaient d'une étrange excitation et sa voix avait pris une tonalité presque mielleuse. J'ai hésité. Quelque chose dans son attitude me semblait forcé, artificiel. Mais la solitude des derniers mois pesait lourd sur mes épaules, et l'idée de passer du temps avec quelqu'un de ma famille, même Élodie, était tentante. « Je ne sais pas », ai-je murmuré. « Allons, Marguerite, nous ne rajeunissons pas. Il est temps de mettre le passé derrière nous, vous ne trouvez pas? Pour Pierre, pour les enfants que nous aurons peut-être un jour. » Cette dernière phrase a touché mon point sensible. J'espérais secrètement des petits-enfants depuis le mariage de Pierre, il y a 5 ans. C'est très gentil de ta part, Élodie, ai-je fini par accepter. Oui, j'aimerais beaucoup faire ce voyage avec toi. Son sourire s'est élargi, mais j'ai cru voir quelque chose de furtif passer dans son regard. Un éclat qui m'a fait frissonner sans que je sache pourquoi. Parfait, je passerai vous chercher vendredi matin à 8 heures. N'emportez pas trop d'affaires, juste le nécessaire pour 2 jours. Et surtout, ne dites rien à Pierre pour l'instant. Je veux que ce soit notre petite surprise. Cette dernière demande m'a paru étrange. Pourquoi garder le secret? Mais j'étais si heureuse de cette réconciliation inattendue que j'ai acquiescé sans poser de questions. Après son départ, j'ai passé le reste de la semaine dans un état d'excitation mêlé d'appréhension. J'ai choisi mes plus beaux vêtements, acheté une nouvelle trousse de toilette et même pris rendez-vous chez le coiffeur. Le vendredi matin, Élodie est arrivée ponctuellement dans sa Peugeot noire. Elle portait des lunettes de soleil malgré le ciel gris de novembre et semblait nerveuse. « Prête pour l'aventure ?» m'a-t-elle lancé en prenant ma petite valise. Tandis que nous quittions Lyon, j'observais discrètement ma belle-fille. Elle vérifiait constamment son téléphone au feu rouge, ses mains tremblaient légèrement sur le volant et elle évitait soigneusement mon regard. Une petite voix dans ma tête me chuchotait que quelque chose ne tournait pas rond. Mais je l'ai fait taire. Après tout, nous étions enfin en route vers une réconciliation que j'espérais depuis si longtemps. Le trajet vers Nice aurait dû durer environ 4h30, mais très vite, j'ai remarqué qu'Élodie ne prenait pas la route habituelle. Au lieu de suivre l'autoroute A6 puis A7, elle a emprunté des chemins détournés que je ne connaissais pas. « Tu es sûre de ton itinéraire ?» ai-je demandé au bout d'1 heure, en voyant les panneaux indiquer des directions qui ne correspondaient pas à notre destination. « Oh, j'aime éviter les autoroutes le week-end », a-t-elle répondu sans me regarder. « C'est plus pittoresque par les routes secondaires, vous ne trouvez pas ?» Son explication semblait plausible, mais son comportement m'inquiétait de plus en plus. Elle sursautait chaque fois que son téléphone vibrait et je l'ai vue plusieurs fois consulter frénétiquement ses messages tout en conduisant. « Élodie, tu devrais peut-être t'arrêter si c'est urgent, » ai-je suggéré. « Non, non, ce n'est rien d'important, » a-t-elle marmonné. «
rangeant rapidement son portable. Nous avons roulé en silence pendant de longues minutes. Le paysage défilait, de plus en plus isolé. Les villages se faisaient rares et la route serpentait à travers des forêts sombres que le soleil d'automne peinait à éclairer. Vers midi, Élodie s'est arrêtée dans une station-service perdue au milieu de nulle part. L'endroit était presque désert, juste une pompe délabrée et un petit bâtiment qui semblait avoir connu des jours meilleurs. « Je vais faire le plein », a-t-elle annoncé. « Voulez-vous quelque chose à boire ?» Pendant qu'elle s'occupait de l'essence, j'ai essayé d'orienter ma position sur mon téléphone. Mon sang s'est glacé quand j'ai réalisé que nous nous dirigions vers le sud-est, mais pas du tout vers Nice. Nous étions en fait en direction des Alpes, vers une région que je ne connaissais absolument pas. Quand Élodie est revenue dans la voiture, j'ai décidé de l'affronter. « Élodie, je crois qu'il y a un problème. D'après mon GPS, nous ne sommes pas sur le bon chemin pour Nice. » Elle s'est raidie et a serré le volant plus fort. « Votre téléphone doit mal capter, Marguerite. Faites-moi confiance, je connais le chemin. » Sa voix avait changé. Le ton miel du matin avait disparu, remplacé par quelque chose de sec, presque agressif. « Mais enfin, Élodie, cela fait 3 heures que nous roulons et... »« Écoutez, » m'a-t-elle coupé brusquement. « Je conduis, alors laissez-moi me concentrer, d'accord ?» Le silence qui a suivi était pesant. J'ai regardé par la vitre, le cœur battant, essayant de comprendre ce qui se passait. Les villages que nous traversions maintenant étaient de plus en plus rares et isolés. Les panneaux indiquaient des noms que je n'avais jamais entendus. 1 heure plus tard, Élodie a pris un appel en main libre. La conversation était étrange, chuchotée, avec quelqu'un qu'elle appelait « docteur ». « Oui, nous sommes en route. Non, tout se passe comme prévu. Elle ne soupçonne rien. Nous serons là vers 16 heures. » Mon sang s'est figé. De quoi parlait-elle? Quel docteur? Pourquoi ces mystères? « Élodie, » ai-je dit d'une voix que j'espérais ferme, « je veux que tu m'expliques où nous allons réellement. » Elle a raccroché et s'est tournée vers moi avec un sourire qui m'a terrifiée. Ce n'était plus ma belle-fille, mais une étrangère aux yeux froids. « Vous le découvrirez bien assez tôt, Marguerite. En attendant, détendez-vous et profitez du paysage. » J'ai compris à cet instant que j'étais en danger. Cette femme qui me souriait maintenant avec une fausse bienveillance m'emmenait quelque part contre ma volonté, et je n'avais aucune idée de ses intentions. Mon téléphone était dans mon sac, à mes pieds. Discrètement, j'ai essayé de le récupérer pour envoyer un message à Pierre, mais Élodie m'a vu faire. « Ah non, Marguerite, donnez-moi votre téléphone, nous sommes en vacances, rappelez-vous, pas de distraction. » Sa voix avait pris une tonalité menaçante que je ne lui connaissais pas. Avec un sourire glacial, elle a tendu la main. Je n'avais plus le choix. En tremblant, je lui ai remis mon portable. Nous avons continué à rouler dans un silence oppressant. Élodie avait maintenant complètement abandonné sa façade bienveillante. Son visage était dur, concentré, et elle vérifiait constamment l'heure sur le tableau de bord. Vers 15 heures, nous nous sommes arrêtés dans un petit village de montagne dont le nom, Sainte-Marguerite-les-Bains, m'a fait frissonner par son ironie. L'endroit semblait endormi, avec ses maisons de pierre grise et ses rues désertes. « Une dernière pause avant d'arriver », a annoncé Élodie en se garant devant un café presque vide. C'est à ce moment-là que le miracle s'est produit. Son téléphone, resté sur le tableau de bord, s'est mis à sonner. Le nom Pierre s'est affiché sur l'écran. Élodie a hésité, puis a décroché, pensant probablement qu'ignorer l'appel éveillerait les soupçons. « Salut, chérie », a-t-elle dit d'une voix faussement désinvolte. Mais j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas du côté de mon fils. Sa voix, que j'entendais à travers le haut-parleur, était tendue, presque paniquée. « Élodie, où es-tu exactement ? » « En route pour Nice, comme prévu. Pourquoi ? Arrête de mentir. Je viens de recevoir un appel de la clinique des Pins. Le docteur Moreau m'a dit qu'il t'attendait cet après-midi avec ma mère pour une évaluation psychiatrique d'urgence. De quoi tu parles, Élodie ? Mon sang s'est glacé. Une évaluation psychiatrique ? De quoi parlait Pierre ? Élodie est devenue livide. Elle a essayé de raccrocher, mais Pierre continuait à crier dans le téléphone. « Élodie, réponds-moi, qu'est-ce que tu manigances ?»« Pierre, calme-toi, je peux tout expliquer. Où est ma mère ? Passe-la-moi, immédiatement. »
Élodie m'a regardée avec des yeux qui lançaient des éclairs, mais elle n'avait plus le choix. Elle m'a tendu le téléphone. « Pierre ?» ai-je dit d'une voix tremblante. « Maman, Dieu merci. Écoute-moi attentivement. Tu es en danger. Élodie t'emmène dans une clinique psychiatrique privée pour te faire interner de force. Elle a falsifié des documents médicaux prétendant que tu souffres de démence sénile. » Les mots de mon fils ont résonné dans ma tête, comme des coups de marteau. Internement de force? Documents falsifiés? Pierre, je ne comprends pas. Maman, il n'y a pas de temps à perdre. Elle veut prendre le contrôle de tes finances et de la maison. J'ai trouvé tous les papiers dans son bureau. Elle a prévu de te faire déclarer inapte mentalement. J'ai regardé Élodie, qui essayait maintenant de me reprendre le téléphone. Son masque était tombé. Son visage exprimait une rage froide que je n'avais jamais vue. « Maman », a continué Pierre, sa voix devenant de plus en plus urgente. « Où êtes-vous exactement ?»« À Sainte-Marguerite-les-Bains, je crois. »« Parfait, j'ai localisé. C'est à 1 heure de la clinique des Pins. Maman, écoute-moi bien. Tu dois sortir de cette voiture maintenant. Va dans un lieu public, n'importe où, et attends-moi, je pars te chercher immédiatement. » Élodie a essayé de me reprendre le téléphone, mais j'ai résisté. « Pierre, Maman, fais-moi confiance. Sors de cette voiture et va te mettre en sécurité. » La communication s'est coupée. Élodie avait réussi à m'arracher le portable et l'avait éteint. Nous nous sommes regardés en silence. Plus de masques, plus de faux semblants. La vérité était enfin sur la table. « Vous ne pouvez pas comprendre, » a-t-elle dit d'une voix sifflante. « Cette maison, cet argent, Pierre hérite de tout, et moi, je n'aurai rien. Après tout ce que j'ai enduré, à supporter vos petites remarques, vos jugements constants. Élodie, tu es en train de détruire ta propre famille. »« Ma famille » a-t-elle éclaté. « Ma famille, c'est moi. Et j'ai des dettes, Marguerite, des dettes énormes que Pierre ne connaît pas. Cette maison est ma seule solution. » Son regard était celui d'une femme désespérée, prête à tout. J'ai compris qu'il fallait que j'agisse vite et intelligemment. « Tu as raison, » ai-je dit calmement. « Allons prendre un café et discuter de tout ça tranquillement. » Elle m'a regardé avec suspicion, mais ma voix posée semblait l'avoir rassurée. « D'accord, mais ne tentez rien de stupide, Marguerite. Nous irons jusqu'au bout. » Nous sommes entrés dans le petit café du village. L'endroit était chaleureux, avec ses murs en pierre et son comptoir de bois patiné. 2 ou 3 locaux discutaient au bar, et la propriétaire, une femme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, nous a accueillis avec un sourire. Élodie s'est assise face à moi, me gardant constamment sous surveillance. Elle avait repris son téléphone et envoyé des messages frénétiques, probablement pour retarder le rendez-vous à la clinique. « Un café et un thé, s'il vous plaît », a-t-elle commandé sans me consulter. Pendant qu'elle tapait sur son écran, j'ai observé les lieux. La propriétaire me regardait avec curiosité, semblant avoir remarqué la tension entre nous. Il y avait une porte marquée « Toilette » au fond de la salle, et j'ai aperçu ce qui semblait être une sortie de secours derrière. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'Élodie l'entende. Il fallait que je trouve un moyen de m'échapper, sans éveiller ses soupçons. « Élodie », ai-je dit d'une voix que j'espérais naturelle, « tu as mentionné des dettes. De combien parlons-nous » Elle a levé les yeux de son téléphone, surprise par ma question directe. Pourquoi cette question? Si nous devons trouver une solution ensemble, autant connaître l'ampleur du problème, non? Son expression s'est adoucie légèrement. Elle pensait probablement que j'étais en train de céder. 80 000 €, a-t-elle murmuré. Des investissements qui ont mal tourné, des prêts, Pierre ne sait rien. 80 000 €, une somme énorme qui expliquait son désespoir. Et tu pensais que me faire interner était la solution? La maison vaut 300 000 €, Marguerite. Une fois vendue et après règlement des dettes, il resterait assez pour nous permettre de repartir à zéro. Nous? Pierre et moi, évidemment. Il vous aime, mais il comprendra que c'était nécessaire quand tout sera fini. Son cynisme me glaçait le sang. Elle avait tout planifié, jusqu'à la façon de manipuler mon fils après coup. « Je vais aux toilettes », ai-je annoncé en me levant lentement. « Faites vite, nous devons repartir dans 10 minutes. » Je me suis dirigée vers le fond du café, les jambes tremblantes. En passant devant le comptoir, j'ai croisé le regard de la propriétaire.
Quelque chose dans ses yeux m'a dit qu'elle avait compris que j'étais en difficulté. Une fois dans les toilettes, j'ai sorti discrètement mon portefeuille et ai griffonné un message sur un morceau de papier. Appelez la police. Je suis retenue contre mon volonté. Marguerite Dubois, 67 ans, Lyon. En ressortant, j'ai discrètement glissé le papier dans la main de la propriétaire en murmurant « S'il vous plaît ». Elle a hoché la tête presque imperceptiblement et a fait disparaître le message. De retour à notre table, j'ai remarqué qu'Élodie était au téléphone avec quelqu'un d'autre. « Oui, nous aurons 1 heure de retard. »« Non, tout va bien. » Elle coopère. En raccrochant, elle m'a souri, mais ce sourire n'arrivait pas à masquer son anxiété grandissante. « Bon, il faut y aller maintenant, Marguerite. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Je n'ai pas terminé mon thé. »« Non, nous partons maintenant. » Sa voix était devenue cassante. Elle se levait déjà, rassemblant ses affaires. C'est à ce moment que la propriétaire s'est approchée de notre table. « Excusez-moi, mademoiselle, mais votre voiture bloque l'entrée de notre fournisseur. Pourriez-vous la déplacer ?» Élodie a regardé par la fenêtre. Effectivement, un camion de livraison attendait dehors. « Cela prendra 2 secondes, » a dit la propriétaire avec un sourire innocent. Élodie a hésité, puis s'est levée. « Ne bougez pas, Marguerite, je reviens immédiatement. » Dès qu'elle est sortie, la propriétaire s'est penchée vers moi. « J'ai appelé les gendarmes. Ils arrivent. Mais il y a une sortie par la cuisine, si vous voulez partir maintenant. »« Merci, » ai-je murmuré, le cœur battant. J'ai suivi cette femme providentielle à travers la cuisine jusqu'à une porte donnant sur l'arrière du bâtiment. De là, j'ai pu rejoindre la rue principale sans qu'Élodie me voie. J'entendais déjà les sirènes au loin quand j'ai aperçu une voiture de taxi garée devant la mairie. Le chauffeur de taxi, un homme d'une 50aine d'années au visage rassurant, a immédiatement compris que j'étais en détresse. « Madame, vous allez bien ? Vous êtes toute pâle. S'il vous plaît, emmenez-moi à la gendarmerie la plus proche, c'est une urgence. » Tandis que nous roulions, j'ai vu dans le rétroviseur les voitures de gendarmerie arriver au café. J'ai pensé à Élodie découvrant ma fuite, et malgré tout ce qu'elle avait tenté de me faire, j'ai ressenti une pointe de pitié pour cette femme qui avait tout détruit par cupidité. À la gendarmerie, j'ai été accueilli par le brigadier-chef Roussel, un homme patient qui m'a écouté raconter toute l'histoire sans m'interrompre. Pendant ce temps, ses collègues avaient interpellé Élodie au café. « Madame Dubois, » m'a dit le gendarme, « votre fils est en route. Il nous a déjà transmis copie des documents que votre belle-fille avait préparés. L'affaire est grave. » 1 heure plus tard, Pierre est arrivé, le visage défait. Il s'est jeté dans mes bras comme un enfant. « Maman, pardonne-moi. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle préparait. Comment as-tu découvert la vérité ?» Par hasard, en cherchant des papiers d'assurance dans son bureau. J'ai trouvé un dossier médical complet à ton nom, avec de fausses attestations de troubles cognitifs. Elle avait même contacté un médecin peu scrupuleux qui acceptait de signer les papiers d'internement contre de l'argent. Les révélations se sont succédées. Pierre avait découvert que sa femme avait accumulé des dettes énormes en jouant sur Internet, qu'elle avait déjà vendu ses bijoux, sa voiture de sport, et même emprunté sur leur compte commun à son insu. Elle avait tout calculé, maman. Une fois que tu aurais été déclarée inapte, elle aurait obtenu une procuration pour vendre la maison. Les médecins de la clinique privée auraient certifié que tu souffrais de démence sénile, et il aurait été presque impossible de prouver le contraire. Le brigadier-chef Roussel nous a rejoints avec de nouveaux éléments. Nous avons perquisitionné le domicile. Votre belle-fille avait préparé un dossier complet, y compris de faux témoignages de voisins prétendant vous avoir vu désorienté dans la rue. « Des voisins ?» me suis-je exclamé. « En réalité, des complices payés pour témoigner. L'enquête va révéler l'ampleur de cette escroquerie. » Pierre était effondré. En quelques heures, il découvrait que la femme qu'il aimait depuis 5 ans était capable des pires manipulations. « Il y a autre chose, » a continué le gendarme. Ce n'était pas son premier coup. Elle avait déjà tenté quelque chose de similaire avec sa propre grand-mère il y a 3 ans, mais la famille avait étouffé l'affaire. Cette révélation a achevé de briser le cœur de mon fils. Il réalisait qu'il avait épousé une prédatrice, quelqu'un qui n'hésitait pas à s'attaquer aux personnes âgées les plus vulnérables de sa propre famille. « Maman, » m'a-t-il dit en me prenant les mains, « je vais divorcer immédiatement. Je ne peux pas rester avec quelqu'un capable de ça. »
Pierre, réfléchis bien, c'est ta vie, ton mariage. Non, maman, ma vie, c'est toi aussi, c'est notre famille. Ce qu'elle a tenté de te faire est impardonnable. Le soir même, nous sommes rentrés à Lyon ensemble. Pierre a dormi dans ma chambre d'amis, comme quand il était petit et qu'il avait peur des orages. Au petit matin, il m'a préparé le petit déjeuner et nous avons parlé longuement. Il m'a raconté tous les petits signes qu'il avait négligés, les remarques désobligeantes d'Élodie sur mon âge, sa façon de lui faire croire que j'étais parfois confuse, ses suggestions répétées que je devrais peut-être envisager une maison de retraite. Elle me manipulait depuis des mois pour me préparer à accepter ton internement, a-t-il réalisé avec amertume. Cette nuit-là, seule dans ma maison, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. J'avais failli perdre ma liberté, ma dignité et peut-être même mon fils. Mais paradoxalement, cette épreuve nous avait rapprochés comme jamais. 3 mois se sont écoulés depuis cette journée qui a changé ma vie. L'enquête a révélé l'ampleur des machinations d'Élodie, et les charges retenues contre elle sont lourdes. Tentative de séquestration, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée. Le réseau qu'elle avait constitué comprenait le fameux docteur Moreau, radié depuis de l'ordre des médecins, et plusieurs complices qui se spécialisaient dans l'escroquerie aux personnes âgées. Grâce à mon témoignage et à ceux d'autres victimes qui ont osé parler, toute la bande a été démantelée. Pierre a entamé sa procédure de divorce et suit une thérapie pour surmonter cette trahison. Il passe maintenant tous ses week-ends avec moi et nous avons retrouvé une complicité que nous avions perdue depuis son mariage. « Tu sais, maman, » m'a-t-il dit dimanche dernier en taillant les rosiers de papa dans le jardin, « je réalise que j'étais devenue aveugle. Élodie avait réussi à me convaincre que tu vieillissais mal, que tu devenais difficile. Elle était très habile, Pierre. Ne te reproche rien. » Si, je dois me reprocher de ne pas t'avoir assez écouté. Toutes ces fois où tu essayais de me dire quelque chose sur elle, et moi qui défendais ma femme. Cette épreuve m'a appris quelque chose d'essentiel. À 67 ans, je ne suis pas la petite vieille fragile qu'Élodie croyait pouvoir manipuler. J'ai des ressources, de l'intelligence et surtout une volonté de faire quand il s'agit de protéger ce qui m'est cher. J'ai repris des activités que j'avais abandonnées. Je me suis inscrite à un club de randonnée, j'ai recommencé à peindre et j'ai même créé un groupe de soutien pour les personnes âgées victimes d'escroqueries familiales. Mon histoire, relayée par la presse locale, a encouragé d'autres victimes à témoigner. La propriétaire du café, Madame Bertrand, est devenue une amie chère. Elle m'a raconté qu'elle avait tout de suite senti quelque chose de louche dans le comportement d'Élodie. « L'intuition féminine », m'a-t-elle dit en riant. « À notre âge, on ne se trompe plus sur les gens. » Pierre a rencontré quelqu'un d'autre, une femme divorcée de 40 ans, mère de 2 enfants, qui m'a tout de suite plu par sa simplicité et sa sincérité. Contrairement à Élodie, Sophie ne cherche pas à m'impressionner ou à me flatter. Elle me traite avec respect, mais naturellement, et mes futurs petits-enfants par alliance m'appellent déjà « Mamie Marguerite » avec spontanéité. Le procès d'Élodie aura lieu dans quelques mois. Mon avocat m'assure que les preuves sont accablantes et qu'elle risque plusieurs années de prison ferme. Étrangement, je n'éprouve plus de colère envers elle, juste une profonde tristesse pour cette femme qui a tout détruit par cupidité. Hier, j'ai reçu une lettre d'elle de la prison où elle est détenue en attendant son jugement. Elle me demandait pardon et prétendait avoir agi par désespoir. Mais je n'ai pas répondu. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées, même si on peut apprendre à vivre avec. Ce qui me remplit de joie aujourd'hui, c'est de voir Pierre épanoui. Il a retrouvé sa spontanéité, son rire, et cette façon qu'il avait de me raconter ses projets avec enthousiasme. Sophie et ses enfants, Lucas et Emma, 8 et 10 ans, ont apporté une nouvelle dynamique à notre famille recomposée. La semaine dernière, nous avons organisé un déjeuner dominical comme au temps d'Henri. Sophie avait préparé un gigot à l'ancienne, et les enfants m'ont aidé à faire une tarte aux pommes avec les fruits de mon jardin. En les regardant rire autour de ma table, j'ai pensé qu'Élodie avait finalement échoué dans sa tentative de détruire notre famille. Au contraire, elle nous avait rendus plus forts et plus unis. « Mamie Marguerite », m'a dit Emma en léchant la cuillère de pâte. « Papa Pierre nous a raconté que tu avais été très courageuse. Tu nous apprendras à être courageuse comme toi ?» Cette question m'a émue aux larmes. Ces enfants, qui ne sont pourtant pas mes petits-enfants biologiques,
me regardaient avec une admiration que mes propres petits-enfants n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de me témoigner si le plan d'Élodie avait réussi. Le courage, ma chérie, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de continuer à avancer même quand on a peur. Pierre m'a regardé avec fierté. Maman a raison. Et elle nous a montré qu'on n'est jamais trop vieux pour se battre quand c'est juste. Aujourd'hui, quand je repense à cette journée terrifiante où j'ai cru perdre ma liberté, je réalise qu'elle a été paradoxalement libératrice. Elle m'a révélé une force que je ne me connaissais pas. Elle m'a rapproché de mon fils, et elle m'a ouvert les yeux sur ma propre valeur. À 67 ans, je ne suis pas près de raccrocher. J'ai encore tant de choses à vivre, à découvrir, à transmettre. Henri me manque toujours, mais je sais qu'il serait fier de voir comment j'ai traversé cette épreuve. Élodie pensait que j'étais une proie facile parce que j'étais veuve, âgée et parfois seule. Elle a découvert à ses dépens que les femmes de ma génération ont survécu à bien des tempêtes et qu'on ne se laisse pas abattre si facilement. La justice suivra son cours, mais moi, j'ai déjà tourné la page. Ma vraie victoire, c'est d'avoir retrouvé ma famille et découvert que la vie peut encore me réserver de belles surprises. Demain, Sophie et les enfants m'emmènent visiter les châteaux de la Loire. Pierre nous rejoindra samedi et nous passerons un long week-end ensemble. Un vrai voyage cette fois, fait d'amour et de confiance, loin des mensonges et des manipulations. En fermant ce chapitre douloureux de ma vie, je sais une chose. Personne ne pourra plus jamais me faire douter de ma valeur ou me faire croire que je suis un fardeau. Je suis Marguerite Dubois, j'ai 67 ans et ma vie n'appartient qu'à moi. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.